Bonsoir, nous sommes à quelques encablures d'une révolution pour les transports dans le Grand Genève. Voilà plus de 100 ans qu'on en parle de ce train transfrontalier. Eh bien, il arrive, et avec lui des mesures pour les transports et la route. P+R, rabattement sur les gares, développement de bus à haut niveau de service. Comment est-ce que tout ça va fonctionner? On en discute avec Astrid Boroche, conseillère régionale pour Auvergne-Rhône-Alpes et présidente des transports publics transfrontaliers, et Serge Dalbusco, conseiller d'État genevois en charge des infrastructures. Et puis en fin d'émission, direction le village d'Ivoire, où le petit fruit à bogue est roi, découverte des châtaigniers séculaires et préparation d'un velouté de châtaigne dans les cuisines de la Villa Cécile. Tout ça, eh bien, c'est à retrouver juste après l'actualité transfrontalière du mois. Une mesure forte pour la pollution. Dès le 15 janvier, les véhicules très polluants ne pourront plus rouler dans le centre de Genève en cas de pic. Le système introduit est celui des macarons de couleur, à l'instar de la vignette critère française. Tous les véhicules, même étrangers, devront être porteurs de l'un de ces macarons en permanence. En cas de pic de pollution, les voitures portant un macaron gris seront les premières interdites. Ces vignettes seront vendues au prix de 5 francs et pourront être achetées dans les stations-service communes ou au service des autos. 120 millions pour des projets de mobilité durable dans le Grand Genève. Le groupement de coopération transfrontalière s'est mis d'accord sur les mesures à mettre en œuvre avec cet argent de la Confédération. 2 projets sont déjà en chantier, le pôle d'échange multimodal en gare de Thonon-les-Bains et les aménagements de transport public dans le quartier de l'Étang à Vernier. Les autres mesures de ce projet d'agglomération numéro 3 suivront dans les prochains mois. Nous approchons à grands pas de l'inauguration très attendue du Léman Express. Astrid Boroche, Serge Dalbusco, bonsoir. Bonsoir. Ça arrive le 15 décembre. Quel est votre sentiment à quelques encablures là de l'échéance? J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai envie de le voir, de monter dedans et de le vivre comme beaucoup de personnes et usagers qui prendront ce train. Serge Dalbusco, vous me confiez il y a quelques semaines que tout ne serait pas parfait pour le 15 décembre. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit magnifique et idéal au 15 décembre. Ce sera magnifique, ce ne sera peut-être pas idéal parce que des ajustements devront être faits. On ne met pas en œuvre un projet de cette ampleur, de cette ambition, sans qu'il n'y ait des imperfections. Et il y aura des imperfections, mais ce qui est important, c'est que nous nous sommes mis en posture, en position, en situation de pouvoir y remédier le plus vite possible. Bon, une des mesures qui accompagne le train, ce sont les parkings relais. Certains sont déjà en place, d'autres doivent être construits. Je vous propose d'en discuter juste après ce reportage tourné en France voisine. Presque au bout du Grand Genève, Thonon-les-Bains, 500 places en construction, mais qui ne seront pas prêtes pour le 15 décembre. C'est assez compliqué d'aligner toutes les étoiles en même temps. Pour le maire, plusieurs difficultés expliquent ce retard. La votation négative du canton de Genève sur les P+R a ralenti les choses et que, en France, nous avons des procédures qui malheureusement sont longues. C'est des sommes aussi considérables. Les 2500 frontaliers de la région thononnaise devront donc faire avec les 400 places existantes, et ce pendant plusieurs mois. Mais le manque de parking est aussi présent plus loin, sur la ligne. À Périgné, Bon et Machilly, les travaux n'ont même pas commencé. Le P+R le plus proche sera Annemasse. Le président de la communauté de communes de Thonon Agglomération explique. Nous avons rencontré un certain nombre d'écueils sur le volet foncier principalement. Certaines parcelles étant propriété de la SNCF. Des parkings devraient voir le jour, mais pas avant 2021. Pourtant, dans cette zone, ici en rouge, 35 à 50% des actifs travaillent à Genève. Le maire de Thonon, aussi président du Genevois français, commente sans ménagement. Celui qui veut prendre le train, il se débrouille et il trouvera des places de parking. On va avoir un effet un peu d'aubaine au départ et puis progressivement une montée en puissance. Donc les infrastructures vont suivre. Pourtant, les premiers mois peuvent être stratégiques, car si pas de place de parking, difficile pour certains de se mettre au train. Il y a quelques mois, Genève avait tiré la sonnette d'alarme. À mon arrivée, il y a un peu plus d'1 an, j'ai demandé qu'on accélère le mouvement, ce qui fait qu'on aura à la fin de cette année, sur France, environ 3500 places P+R qui seront à disposition sur les 7000 qui étaient prévues initialement. Les autres vont se mettre en service progressivement. À Régnier, par exemple, on devrait être à l'heure. Mais c'est le risque de surcharge rapide qui inquiète. Ne nous voilons pas la face. Nous avons sur Régnier 2000
300, 400 travailleurs frontaliers. Et si on prend la communauté de communes Arves-Salève, il y a 5000 travailleurs frontaliers. Nos 150, 160 places du 15 décembre risquent d'être peut-être assez rapidement mises à mal. Un autre parking est en projet, mais là encore, c'est compliqué. Le deuxième parking que nous souhaitons faire, eh bien, les transactions sont toujours en cours. Le propriétaire attend que ce coût monte un peu avant de le céder. Mais à Genève, on mise surtout et avant tout sur la fréquentation du Léman Express dans les grandes villes. C'est vrai qu'on n'a pas pour ambition d'aller chercher le dernier pendulaire qui habite dans le village le plus reculé. Le train relie principalement les zones urbaines françaises, donc les villes, les agglomérations. Et il y a déjà un réservoir de clients très important dans ces villes. Pour l'heure, il faudra donc faire avec les 22 parkings disponibles du Genevois français. Puis les 24 autres suivront. Ils seront gratuits avant de devenir payants ou conditionnés à un abonnement de train sous 2 ou 3 ans. Astrid Boroche, vous êtes adjointe au maire de Thonon, qu'on a entendu. Pour lui, c'est ils se débrouillent, les gens qui veulent prendre le train. Est-ce que vous êtes aussi catégorique, vous? Donc, pour Thonon-les-Bains, comme pour dans le Chablais, par exemple, Périgny également, ce qui est intéressant, c'est oui, les parkings ne sont pas terminés. Donc, Thonon est quand même très très bien avancé. Ce sera livré dans une année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parking de substitution. C'est-à-dire que la commune a mis à disposition un terrain municipal de 359 places pour 4,10 € la journée. Donc c'est quand même un tarif extrêmement intéressant lorsque je veux prendre le train pour aller travailler. À Périgny, il y a également un parking d'attente, si je puis dire, en attendant le futur vrai P+R. Et dans ces deux cas qui sont très intéressants, c'est que la difficulté, le coup de frein de 2014, bien évidemment, c'est une réalité, mais la grosse difficulté, c'est surtout le foncier, puisque le foncier appartient à la SNCF. Et c'est très complexe. C'est typiquement français. Dès qu'il y a une grosse administration, une grosse entreprise nationale, tout devient complexe et on perd du temps. Serge Dalbusco, tout aurait été plus simple avec cette fameuse votation de 2014 ? Certainement, mais on ne refait pas l'histoire. Oui. Et moi, ce que je constate, en tout cas, comme j'ai indiqué à mon arrivée, je me suis inquiété du faible avancement finalement de ces chantiers de P+R, mais ce que j'ai pu constater alors avec beaucoup de satisfaction, c'est le fait que l'ensemble des élus se sont mobilisés. La région s'est particulièrement impliquée en mettant à disposition des fonds pour aider à ces chantiers. Alors en gros, on a à peu près la moitié du parc qui est construite et on va insister, et les élus français sont tout à fait sur la même longueur d'onde pour équiper cela assez rapidement. Mais comme je le disais, on a un potentiel déjà dans les villes et il y a des efforts qui sont faits. Ce sont les mêmes des deux côtés de la frontière. On essaie de faciliter l'accès aux gares. On n'est pas obligé d'accéder aux gares avec sa voiture. On peut y aller à vélo, on peut y aller avec les bus. Tout ça est organisé. Les bus. Et puis en voiture, on peut être plusieurs dans une voiture, aussi. C'est pas encore beaucoup le cas. Oui. Astrid Boroche, les bus de rabattement, c'est ce qui va être mis en place dans toute cette région du Genevois français. Est-ce que vous avez pris un peu le pouls auprès des citoyens? Parce que commencer son trajet par du bus, puis du train, puis à nouveau un transport public à Genève, ces conséquences, ça donne presque envie de garder la voiture. Alors, non. Ce qui fera quitter les gens la voiture, c'est le confort du train. Le confort du temps qu'ils passeront dans le train. Ça, c'est vraiment considérable et on se rend compte aujourd'hui, c'est un des avantages, le confort du temps du voyage. C'est la durée du voyage et le coût du voyage. Donc là, on agit fortement sur tous ces leviers. Le cadencement du train est extrêmement important. Le temps de parcours est plus court en grande majorité que la voiture. Et le tarif, on a travaillé des tarifs avec le Léman Pass qui sont plus intéressants que le bus, entre autres des Transalis, donc la T71, T72, 73, etc., est plus avantageux demain que la voiture, du fait du coût du stationnement. Voilà. Donc on agit là-dessus. Après, pour revenir, je voudrais revenir quand même sur les P+R, parce que je veux pas qu'on fasse peur. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais je veux pas qu'on fasse peur aux gens. Je suis venue avec quelques chiffres, c'est important les chiffres. On est parti quand même, il y a quelques mois, il y avait 1300 places.
Là, à la fin de l'année, on sera à 3700 places. Dans 12 mois, on sera à 4900 places. Donc, à 2000 places de l'objectif On final. vous entend, Astrid Voilà. Boroche. Serge Dalbosco, vous avez vraiment décidé de remettre le réseau de TPG à partir du 15 décembre. Il va être grandement modifié, avec pas mal de lignes qui vont être prolongées, voire créées pour se rabattre sur ces gares genevoises. La dernière fois qu'on a eu un aussi grand changement, c'était en 2011 avec Michel Kunzler. Est-ce que vous n'avez pas peur de subir le même sort qu'elle avec ce grand changement ? Non, j'ai aucune peur de ce côté-là. Ce que je cherche, que nous cherchons à atteindre, c'est que le système qui va subir effectivement de gros changements fonctionne. Et sur le territoire purement genevois, toutes les communes ont un rabattement direct avec une ligne de bus sur une gare du Léman Express. C'est un gros chamboulement. On essaie d'accompagner tout cela. On a eu beaucoup de communication. Et bien sûr, des habitudes vont être changées. Je suis moi-même allé sur le terrain, dans les communes, pour expliquer. Et la chose la plus difficile qu'il faudra réussir à faire, c'est effectivement inciter les gens à ce qu'ils changent leurs habitudes. Il y a plusieurs zones où il n'y a pas vraiment de bouchons. On pense à la Champagne. Le matin, ça circule assez bien. On n'a pas trop envie d'aller chercher le train à la plaine. Écoutez, je ne sais pas, je sais que vous habitez cette région au demeurant. Je vais vous demander aux habitants de Soral, par exemple, s'ils sont contents de voir tous ces gens qui circulent dans les petites douanes, au travers des petits villages. Non. Notre objectif, c'est de mettre en place des lignes de transport en commun, en l'occurrence des lignes transfrontalières qui permettront de rabattre les clients de la région de la Champagne, de Soral, directement sur la gare de la Plaine, et réduire, mais drastiquement, le trafic pendulaire. Aujourd'hui, c'est 83% des personnes qui travaillent à Agen, qui viennent de la Haute-Savoie, qui prennent leur voiture. Ça doit se diminuer drastiquement. Et nous avons aussi notre part du travail à faire à Genève, notamment en réduisant la mise à disposition des places de parking gratuites. Je travaille beaucoup avec les entreprises à ce propos, qui ont parfaitement compris le message. On peut pas... On rappelle ce chiffre, 50% des personnes qui viennent en voiture le font parce qu'elles ont une place de parking sur leur lieu de travail. Quelle que soit l'offre en transport en commun, quel que soit le nombre de Pépussaires qu'on aura construit sur France, si vous avez une place de parking gratuite sur votre lieu de travail, 50% en moyenne des gens prennent de toute façon leur voiture, même s'il y a une gare du Léman Express devant le bureau. Et donc il faut travailler également sur cette offre de parking à destination. Il faut en augmenter le coût. Très nombreuses sont les places totalement gratuites. Et évidemment, c'est un appel d'air considérable qui est provoqué pour cette Vous n'allez pas vous faire que des amis. Écoutez, on investit plus de 2 milliards, 2 milliards et demi de part et d'autre de la frontière, avec les travaux, avec le matériel roulant. C'est un projet énorme. Si maintenant cet argent du contribuable n'est pas utilisé à bon escient, eh bien on nous le reprochera. Et donc il faut qu'il atteigne une efficacité maximale. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de la vie. L'objectif, c'est de débarrasser les routes de tous les gens qui ont une alternative crédible pour permettre notamment à l'économie, à ceux qui n'ont pas d'autres alternatives, par exemple pour le transport professionnel, leur activité professionnelle, finalement de la pratiquer sans entrave. En tout cas, on fait tout, si vous permettez, pour faciliter le voyage des gens. C'est aussi, on a créé une communauté tarifaire, Absolument. le Léman Pass, qui réunit quand même tous les bus urbains français, presque tous, 10 opérateurs du transport, un seul billet pour aller partout. Ça aussi, c'est aider les gens. Un mot sur le vélo qui se développe énormément sur Genève, un petit peu moins sur la France avec un peu moins d'aménagement. Le vélo, on ne pourra pas vraiment le mettre à bord du train. J'ai compté environ 12 places de vélo par rame. C'est très peu. En gros, l'objectif, c'est de le laisser à la gare et ensuite de prendre le train. Pourquoi pas avoir essayé de mettre les vélos dans le train pour avoir un complément de trajet? Alors, c'est un choix stratégique, puisque un vélo, c'est la place de 3 personnes, 3 voyageurs. Donc, déjà, là, nous, ce que l'on souhaite, c'est transporter un maximum de passagers. Donc, l'idée, c'est de construire dans notre métropole la logique qu'il y a dans d'autres métropoles européennes, c'est-à-dire je gare mon vélo au départ et j'ai un autre vélo ou un autre mode de transport à l'arrivée. Voilà. Donc c'est ça aussi la révolution. C'est exactement cela. Et on a, en tout cas sur le canton de Genève, plusieurs milliers de places de vélostations à proximité des gares ou sur le domaine public. C'est exactement ça. Sur le territoire uniquement genevois, 80% de la population et 86% des emplois sont situés à moins d'1,5 km
d'une gare. 1,5 km, c'est ça. un parcours qu'on peut faire facilement à vélo. C'est ça. Et sur le territoire français, il nous manque quelques centaines de kilomètres de voies cyclables. Donc c'est énorme quand je dis ça comme ça, mais il y a beaucoup de voiries. On y travaille. Pour la ville de Thonon, il y a quand même un projet de traversée est-ouest en passant par le centre-ville. Un tout petit mot sur la route, puisque ces mesures d'accompagnement, ça a pour vocation de faire réduire le trafic routier. C'est l'objectif. On sait qu'il y a un projet en Haute-Savoie de contournement du Bas-Chablais avec une autoroute. Il y a un projet aussi d'élargir l'autoroute de contournement. On avance dans la mobilité douce et dans le même temps, on construit des routes. Ça va faire appel d'air, ça. Alors non, on ne peut pas opposer les uns aux autres, puisque le désenclavement du Chablais, c'est un projet qui a plus de 60 ans maintenant, qu'on attend avec impatience. En tout cas, je fais partie des élus qui soutiennent ce projet. Pourquoi ? Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a des zones industrielles et puis on est une zone d'achalandise qu'il faut alimenter. Donc les routes et le désenclavement du Chablais permettra aux camions de mieux circuler. Serge Dalbosco, rapidement. On n'arrivera pas à mettre tout le monde dans le Léman Express ou dans les bus ou dans les trams. Il faut que l'activité économique puisse se déployer. Et aujourd'hui, ces axes sont à saturation. Par exemple, si on cherche, aujourd'hui, chacun cherche finalement la voie la plus rapide au travers de la campagne, des chemins, des petits villages, tout simplement parce que les axes sur lesquels le trafic automobile doit être prévu, l'autoroute en particulier, sont saturés. Eh bien, si on veut améliorer la qualité de vie justement dans les villages où il y a trop de circulation aujourd'hui, on est obligé aussi d'augmenter la capacité routière aux endroits appropriés. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Rendez-vous le 15 décembre pour l'inauguration du Léman Express. À 5 h. Exactement, 5 h du matin. Exactement. Plaisir. Place maintenant à notre chantier du mois, cette fois le tram d'Annemasse. Il sera en service le 15 décembre. Lui aussi, des tests sont effectués en ce moment. Alors aujourd'hui, nous avons une grande première. Depuis 1958, plus aucun tram n'avait relié Moël-Sula à Annemasse. Et aujourd'hui, certes en mode essai, mais nous allons commencer à réintroduire le tram sur le secteur entre Moël-Sula et Annemasse. Ces tests servent à nous assurer que ce que nous avons calculé et testé statiquement fonctionne bien, donc il ne devrait pas y avoir de surprise a priori. Des tests qui vont être faits à faible vitesse pour nous assurer par exemple que les gabarits, les dimensions sont bien conformes. Nous avons ensuite des tests de charge, nous essayerons de voir jusqu'à quelle charge nous pouvons amener le secteur en termes électriques, mais également nous assurer que les vitesses que nous avons calculées sont bien conformes à ce qui est attendu en termes de confort et de sécurité. La ligne 17 qui reliera Lancy-Pont-Rouge à Annemasse Parc. Et c'est une ligne qui sera exploitée à la demi-fréquence de la fréquence genevoise de pointe qui est de 4 minutes et demie. Donc on aura un tram toutes les 9 minutes en heure de pointe et toutes les 10 minutes en heure creuse pendant la semaine. Direction maintenant Ivoire. Cette petite commune est connue pour son histoire et ses remparts médiévaux, mais elle est aussi un haut lieu de la châtaigne. Reportage tourné avec Colinutz. La châtaigne, denrée difficilement saisissable, mais surtout un fruit qui rappelle les cueillettes en famille, bottes aux pieds. Pour la trouver, on peut se rendre à 3 km du village d'Ivoire sur le domaine de Rovoré. Un coin de verdure où se hissent châtaigniers centenaires et jeunes pousses. Celui qui connaît mieux que personne ce domaine, c'est Gilles Villanova. Il est enseignant en arboriculture à Genève et sauvegarde bénévolement ces châtaigniers séculaires. Déjà peut-être un tout petit mot, la châtaigne pour vous, ça vous inspire quoi ? Alors ça m'inspire mon enfance bien évidemment puisque je récoltais les châtaignes non pas ici mais plutôt dans le village d'Ivoire avec mon grand-père qui est originaire d'Ivoire. Il y a des traces de la famille depuis 1100 à peu près, donc voilà, c'est un peu l'origine du projet, il est là. On est là devant un immense châtaignier, on l'appelle le président. Pourquoi ce nom ? Alors ce nom, il est assez simple. En général, les ingénieurs de l'ONF
qui sont en charge ici. L'Office national des forêts. C'est ça. En général, quand ils trouvent un sujet, un spécimen d'une certaine taille, ils le nomment président. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une connotation politique ou historique derrière ce nom. Mais en tout cas, c'est le plus gros et peut-être le plus ancien. Mais là, ce ne sont que des suppositions, justement, parce qu'au niveau de l'âge, on est dans le flou. Comment se fait-il qu'il y ait des châtaigniers ici? On pense plutôt à l'Ardèche. Le châtaignier est vraiment localisé autour du lac, c'est-à-dire qu'il n'est pas partout autour du lac, mais il faut imaginer en fait que le glacier a créé une situation propice à la croissance du châtaignier, puisqu'il a fait des dépôts de moraines glaciaires, et que donc on a des sols qui sont peu calcaires aux endroits où le châtaignier s'est installé, ou où il a été planté. Vous vous occupez de la préservation de ces châtaigniers. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être préservés, ces arbres? En fait, c'est un patrimoine génétique fruitier qu'il faut sauvegarder parce qu'on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on a l'habitude de consommer des hybrides, des variétés, je dirais, commerciales. Et puis, dans ces vieilles variétés qui ont été sélectionnées en fait, par nos ancêtres pendant plusieurs siècles, hein, c'est ce qu'on appelle les sélections massales. Petit à petit, on dit bah, tiens, celui-ci il est intéressant, celui-là il est bon, celui-là il se garde bien. On risque de perdre des choses en termes de goût, en termes de conservation, de résistance aux maladies, parce que ces vieux châtaigniers, c'est un peu des géants aux pieds d'argile. Comment on fait pour les préserver? Alors pour les protéger, évidemment, on peut les soigner, comme on a dit avant, donc on peut essayer de lutter contre les maladies, sans chimie évidemment, on peut les tailler, etc. Mais pour être sûr de les conserver, il faut les multiplier. Et pour les multiplier, on a recours au greffage. Deux campagnes de plantation ont déjà été menées. On en trouve le fruit un peu plus haut sur le domaine. Il fait partie de la première session de sauvegarde, hein, de multiplication, de greffage. Et puis c'est l'initiation du beau projet. Et puis derrière lui suivent des centaines d'autres. Qu'on essaiera peut-être de faire déborder des limites du domaine de Rovoré, justement, pour que d'autres communes soient touchées par cette sauvegarde. Nous laissons notre amoureux des arbres pour prendre la direction du village. On y retrouve Jérôme Perrin, directeur adjoint à l'Office de tourisme, pour un mot d'histoire. Au XIVe siècle, on avait des luttes quasi fratricides entre plusieurs familles de seigneurs, notamment bien sûr la Maison de Savoie et les sires du Faucigny. Mais c'est au cours du XVIe siècle, pendant l'époque de la Réforme, où les Bernois sont venus envahir le village d'Ivoire. Ils ont incendié le château. Mais j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, parce que le côté militaire et stratégique d'Ivoire a complètement perdu son intérêt. Ivoire après a été habité de pêcheurs et d'agriculteurs. Ivoire est tombé un petit peu dans cette mélancolie, dans cet oubli, mais ça a pu protéger les vestiges que l'on retrouve aujourd'hui, qui fait la fierté du village actuel. Un village à l'histoire mouvementée, durant laquelle la châtaigne a permis de nourrir les bêtes, mais aussi les hommes pendant les périodes de disette. Aujourd'hui, c'est un fruit apprécié et travaillé dans les restaurants, comme ici à la Villa Cécile sur les hauts du village. Rencontre avec le chef Alexandre Beugnon pour une recette automnale. C'est une crème de châtaigne, donc moi je procède avec des oignons, donc producteurs locaux, un peu de beurre, matière grasse, le beurre, les oignons, une bonne soupe, un bon velouté se prépare toujours quand on fait bien suer nos légumes. Ensuite, on ajoute un peu de poitrine de porc. Donc après, vous mettez vos châtaignes. Je mouille au fond blanc. Voilà. Donc là, on laisse bouillir, on laisse cuire. Donc là, c'est une bonne 20 minutes, au moins 20 minutes. Ouais. La châtaigne, on vous la demande beaucoup. Les clients, ils vous la demandent? Pas forcément, non. Mais ils sont surpris. Je le fais sous forme donc, de velouté là sur l'entrée. Et je le fais aussi en dessert pour le café, pour des petits moelleux au marron, j'appelle ça. Donc ça aussi, c'est un succès. Les gens adorent. Et ça, je le fais toute l'année. La recette est mixée donc, au Thermomix. Je procède au dressage. Une quenelle de crème. Un quart de figue.
Les petits croûtons de pain d'épices. Alors c'est prêt à déguster. Recette finie. C'est une recette qui est quand même assez riche, hein. Riche, oui, vous avez remarqué? C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et ce sera pour l'inauguration du Léman Express. Très belle soirée à tous.